L'identité, donc, une catégorie qui tient de l'évidence, et pourtant, quand on s'interroge, une catégorie qui est difficile à cerner tant elle est insérée dans un lacis idéologique indémêlable. Alors, j'ai quelques présentations. Alors, attendez, alors là, ah oui, ça c'est juste le titre. Bon, voilà. Alors, identité nationale, identité ethnique, biologique, familiale, psychologique, idiosyncrasique. Peut-être, plutôt que de parler d'identité, lui préférera-t-on le concept d'appartenance, que l'on pourrait alors décliner ainsi. Pour prendre mon exemple, je suis français, joueur d'échecs, ancien élève du lycée Renoir, membre de la Société française de psychologie, j'ai pas payé ma cotisation d'ailleurs, du Rotary Club de Bujumbura au Burundi, de l'Association des guérisseurs d'Abomey au Bénin. De ce point de vue, on aurait beau jeu de décrire des identités multiples, instables, changeantes tout au long de sa vie, comme si elles avaient toutes même valeur. Si la première façon de définir l'identité ainsi, au confluent de catégories institutionnelles rappelant une fiche signalétique est plutôt une affaire de police ou de douane, la seconde, qui envisage la multiplicité des appartenances, est plutôt un regard de journaliste, de chroniqueur du temps qui passe. Tout le monde sait pourtant que ce n'est pas ainsi que va le monde. L'identité, au sens courant, n'est pas telle une photo d'identité. Elle possède une force considérable, vous le savez tous. Cette identité revendiquée, enthousiaste, frénétique, secoue le monde. Elle s'empare des esprits, cette idée qui épouse presque le mot jusqu'à son sens précis. Quel est son sens précis? Le fait d'être ce que l'on est et rien d'autre que ce que l'on est. Un sens pour un être humain. Lorsque je questionne mon ami béninois Yoruba d'une famille originaire de Porto Novo et je lui demande « Es-tu Yoruba ?» il me répond « Je suis un crocodile ». Et si je me renvoie cette même question à moi-même, je suis bien obligé d'admettre que dans ce sens très restrictif, pour les Juifs par exemple, seul Dieu aurait une identité, lui seul n'est que ce qu'il est, lui qui justement se présente, vous vous souvenez, à Moïse. Ainsi, il dit « Je suis celui qui est ». Donc lui a une identité, sous-entendu, les autres n'en ont pas. Jusqu'à son nom, évidemment, le tétragramme, dont le sens est une déclinaison du verbe « être ». Nous pouvons, donc c'est trop difficile, on ne peut pas prendre les choses de ce point de vue. Nous pouvons adopter un point de vue raisonnable en échange et conforme à la réalité telle qu'on l'observe. On pourrait dire les humains n'ont une identité que pour autant qu'on parvient à croiser toutes les classifications dans lesquelles ils sont inscrits. Pour identifier par exemple Jean Dupont, on devra rechercher un homme de nationalité française, né à telle date, à tel endroit, qui porte tel nom, tel prénom, de telle religion, de telle taille, et ainsi de suite, et par croisement successif, jusqu'à parvenir à cet individu unique qu'est ce monsieur Jean Dupont. C'était le point de vue de mon maître, Georges Devreux, dans un article qu'il avait intitulé « L'identité ethnique, ses bases logiques et ses dysfonctions ». C'est lui qui disait ça. Je trouvais que cette position était prudente, mais ce type d'énoncé, tout bien réfléchi, ne me convient pas. Il laisse à penser que l'identité d'une personne ne découle que du regard que l'on porte sur elle, et fait fi de ce que la personne considère comme la définissant en propre, c'est-à-dire mon expérience, ce que je suis moi-même. Mon travail de clinicien durant 25 ans avec des populations immigrées en banlieue nord, mon travail aussi qui a toujours été préoccupé des appartenances et des attachements, m'a indiqué des pistes quelque peu différentes pour aborder cette question de l'identité. Je vais essayer de les parcourir avec vous, si vous voulez bien, mais je vais développer mon propos à travers 3 dimensions que j'essayerai de rejoindre à la fin. Ces trois dimensions
devrait déboucher sur l'idée que de vous inciter en tout cas à vous interroger ou à comprendre que les attachements surprenants de certains sujets qui semblaient parfaitement adaptés aux sociétés modernes, et tout d'un coup il se révèle qu'ils sont attachés à des êtres, à des choses, à des rituels, à des forces qu'on serait a priori tenté de considérer comme relevant d'autres mondes ou d'époques révolues et qui reviennent inopinément avec toute la force et toute la passion de la mystique. D'abord, je vais commencer par décliner des questions sur la façon de nommer les gens. Aujourd'hui, j'imagine que vous avez un peu cette idée dans la tête, parce que sous l'influence d'une psychanalyse populaire, enfin, je veux dire telle qu'elle a diffusé à travers les médias, on semble penser qu'il est naturel que le nom d'une personne provienne des fantaisies de ses parents. Freud, pour ne prendre que ce seul exemple, a choisi le nom de ses enfants pour honorer ses maîtres. Telle était sa fantaisie propre, pense-t-on, sa singularité. Ainsi, son fils s'appelait Martin, pour honorer Charcot, qui se prénommait Jean Martin, comme tout le monde sait. Un autre de ses fils s'appelait Ernst, en hommage à Brücke, qui était un de ses profs, son prof de physiologie en fait. Sa fille Mathilde, comme l'épouse de Joseph Breuer, qui était aussi un de ses maîtres et un de ses amis aussi, et ainsi de suite. Aujourd'hui, ce type de raisonnement s'est tellement généralisé qu'il n'est pas rare d'entendre une mère proposer tel prénom plus ou moins exotique pour son enfant, parce qu'elle trouve ce prénom joli, ou parce qu'il sonne bien, ou encore parce qu'il s'accorde harmonieusement avec le nom de famille, par exemple. Pourtant, le travail que nous avons eu au centre Georges Devreux, dont on parlait tout à l'heure, avec des populations africaines, nous a montré combien le choix du nom de l'enfant était une entreprise de construction complexe, puisqu'il s'agit non seulement de nommer quelqu'un, mais explicitement de bâtir une personne. Premier étonnement, nous nous sommes d'abord rendus compte que ces populations dont je parle, dont étaient originaires les familles que nous prenions en charge... Ah ben ça fait du bruit, tiens. Alors, que ces populations, je disais, dans ces populations, on ne nomme pas un enfant, on ne le nomme pas, on découvre son nom. Je m'explique. Cet être nouveau, l'enfant, qui arrive dans une famille, mais aussi dans un lignage, voire même dans un village, cet être nouveau possède une identité, il la possède déjà. Il ne s'agit pas d'une pâte à modeler, d'une table rase, pour reprendre des images qui ont été prises par les philosophes du XVIIIe, mais d'une personne, même si pour l'instant, et dans les tout premiers jours où nous allons faire connaissance avec lui, puisqu'il s'agit bien de ça, on fait connaissance avec un étranger, il s'agit en général de la première semaine, c'est encore un étranger justement. Et il faudra donc l'identifier, non pas lui donner un nom, mais trouver son nom, non pas lui inventer un nom selon la fantaisie de l'un ou de l'autre, mais vraiment trouver le nom qu'il porte. Au fond, ces groupes se comportent vis-à-vis de l'enfant comme ils se comporteraient vis-à-vis d'un visiteur. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez un visiteur? Vous lui demandez « Qui es-tu? Pourquoi viens-tu chez nous ?» Telles sont les deux principales questions qui président au processus de nomination dans ces sociétés. Mais comment trouver son nom alors que le visiteur ne parle pas, du moins ne parle-t-il pas la langue des gens qui l'accueillent en fait? Alors, la plupart de ces cultures postulent qu'en l'absence d'une parole énoncée par le visiteur lui-même, il va falloir interroger l'environnement. Car son nom est inscrit dans le cours des choses. Qu'est-il arrivé à la mère durant la grossesse? Quels événements sont survenus dans l'environnement proche, dans la famille, dans le village, depuis que l'enfant manifeste son désir de venir? Autrement dit, depuis les premières manifestations de la grossesse de la mère. Alors, comme ça, on trouve des gens qui s'appellent beaucoup de souffrance, ou bien tant de morts, ou bien encore le croque-mort n'a pas chômé. C'est des noms, ce sont des noms. Attention, de tels noms, vous devinez, s'appeler comme ça, c'est pas tout à fait anodin de s'appeler comme ça. De tels noms qui sont, comme on peut le constater, des véritables noms propres,
c'est-à-dire je ne porte pas le nom de quelqu'un d'autre, je porte mon nom, et ce nom, c'est celui qui s'est inscrit dans le cours des événements pendant la grossesse de ma mère, en fait. Ils enveloppent l'individu et lui dessinent un destin. Ils sont donc également, je dirais, ils sont même avant tout une divination. Plus encore, ils sont susceptibles d'infléchir le destin que les événements ont laissé prévoir. Ces noms sont réputés détenir aussi des vertus protectrices ou conjuratoires, parce que de s'appeler ainsi n'est pas sans conséquence sur le cours des choses, bien sûr. La plupart du temps, ils ne sont pas immédiatement compréhensibles. Ainsi, en langue kikongo, qui est une des langues les plus répandues au Congo, justement, au Congo et au Zaïre, en fait, qui est devenu aussi Congo, en fait, le nom Mampasi, vous savez traduire ça, Mampasi? Oui? Bon, d'accord. Mampasi, littéralement, si on traduisait en français, ça voudrait dire difficulté, peine, renvoie à un énoncé implicite. C'est une phrase, en fait. Les douleurs d'enfantement ont été vaines. Sous-entendu, c'est dommage d'avoir tellement souffert pour avoir un enfant qui va mourir très vite. Et c'est comme ça que s'appelle l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant s'appelle Mampasi. Quelle peine nous avons, sous-entendu, quelle peine nous avons alors que nous avons eu tant de mal à avoir cet enfant et qu'il va mourir. Et on appelle l'enfant comme ça. C'est le nom qu'on donne à l'enfant. La logique, évidemment, est que c'est qu'on soupçonne qu'il va mourir parce qu'il va être attaqué par des sorciers. Mais comme on sait qu'il va être attaqué par des sorciers et qu'on inscrit dans son nom qu'on le sait, alors les sorciers prennent peur parce qu'ils ont été démasqués et s'éloignent de l'enfant. Donc ce nom, à la fois reconnaît le destin de l'enfant et essaye justement de le conjurer. Donc il est aussi une conjuration et une protection. Il est une désignation, une conjuration et une protection. Le nom de la personne n'est donc là en aucune manière un instrument d'identification. Il possède aussi une fonction, vous avez compris, pour la sauvegarde de l'individu. Il est tout à la fois, une reconnaissance de sa nature profonde. Qu'est-ce que c'est que cet enfant? Qu'est-ce qu'il vient faire là? Une sorte de divination possédant l'une des principales caractéristiques de la divination, qui est, comme toutes les divinations, qu'on ne la comprend réellement que lorsque le destin qui est prédit par cette divination s'est accompli, finalement, et une protection contre les dangers identifiés par cette divination. C'est pas bien nouveau ce que je vous raconte là, vous le saviez déjà, évidemment, puisqu'on trouve une telle façon de nommer les enfants dans la Bible. Vous vous souvenez que, précisément, quand on raconte les noms qu'on donne aux enfants de Jacob, eh bien, on les nomme exactement de cette manière. Par exemple, j'en prends un quasiment au hasard. Léa conçut, dit le texte, et donna naissance à un fils. Elle le nomma Réhouven, car, dit-elle, Dieu a vu mon humiliation. Ça, c'est exactement le texte. Hein. Et le texte se poursuit ainsi, car maintenant, ajoute-t-elle, mon mari m'aimera. On comprend aisément la première partie du nom de Réhouven. Réhouven. Réhou, en hébreu, Réhou, renvoie à Ra. Ra, il a vu. Il a vu, donc il a vu qui a vu? Dieu a vu. Mais la seconde partie nécessite une analyse, un commentaire. Prenons un commentaire au hasard, il y en a eu des dizaines hein, sur ce passage-là. On prend un commentaire au hasard, le plus autorisé, celui de Rachi, commentateur célèbre du texte, pour qui le nom Réhouven est la condensation de deux mots qui figurent dans une phrase. Réhou ma bein beini leven hami. Ah, pourquoi ça a changé là? Mais je voulais pas faire ça, moi. Ah oui, j'ai écrit alors qu'il ne fallait pas que... Qu'est-ce que je fais? Ah, voilà. Là, c'est bien. Qui veut dire, voyez la différence entre mon fils, Ben, et le fils de mon beau-père, c'est-à-dire mon mari, le fils de mon beau-père. Car la différence du fils de son beau-père, son mari, et son fils, c'est que son fils à elle l'aimera
alors que son mari ne l'aime pas. Le nom Réhouven renvoie dans ce cas aux humiliations que subissait Léa, puisqu'elle était la femme, la première des femmes, celle qui enfantait des enfants, et que la deuxième femme, Rachel, était aimée par le mari, mais n'avait pas d'enfant. Donc l'enfant qu'elle a est la compensation au fait qu'elle n'est pas aimée par son mari. Et elle inscrit ça dans le premier enfant qu'elle a. Donc cet enfant porte cette marque, porte la marque de la souffrance de sa mère, et dans cette perspective, il porte cette marque à la fois pour le désigner, mais aussi pour conjurer le sort qui va avec, et aussi pour le protéger contre ce sort. Donc Léa reconnaît la nature de cet enfant, le désigne et l'assigne, lui prédit un certain destin et tente de le protéger des violences inhérentes à ce destin. Alors il faut faire bien attention à ce que ça signifie, ces choses-là. Si ces inspirations sont vraies, lorsque nous ne le faisons pas, en fait, nous mettons nos enfants en danger, puisque ne reconnaissant pas les dangers qu'ils courent, eh bien, nous ne pouvons pas les protéger contre ces dangers. Hein, on pourrait raisonner comme ça. Le nom Abimana, vous savez mettre Abimana? Oui, Abimana, le nom Abimana, qui est très fréquent au Rwanda, puisque vous savez que c'était un nom célèbre au Rwanda, et au Burundi aussi, qu'on pourrait traduire par Dieu merci, est aussi l'abrégé d'une phrase entière que j'ai identifiée bien des fois lors de mon séjour au Burundi, au Rwanda, puisque j'y suis resté 2 ans. Et la phrase exacte est la suivante. Sa mère était si gravement en conflit avec sa grand-mère, et il est tout de même parvenu à voir le jour, Dieu merci, Abimana. C'est pour ça qu'on s'appelle Abimana. Donc, on peut faire d'ailleurs, vous pouvez faire l'expérience, quand vous avez quelqu'un qui s'appelle Abimana, vous lui dites « Ah, ta maman s'entendait pas bien avec ta grand-mère ?» Ouais, voilà, parce que c'est pour ça qu'il s'appelle Abimana. Ça marche une fois sur 2, hein, parce qu'il y a aussi d'autres raisons. Hein. On a bien compris qu'il ne s'agit pas ainsi des intentions des individus concernés, des pères, des mères qui attribuent ces prénoms à leurs enfants. Ces gens-là n'entrent pas du tout en ligne de compte quand il s'agit d'attribuer le nom, des familles qui les entérinent, mais d'une logique qui préside à une tradition. Voici maintenant un exemple qui montre comment peuvent parfois s'exprimer les distorsions de ce processus de nomination chez ces mêmes populations une fois qu'elles ont émigré et qu'elles sont venues nous rejoindre ici en France. Une famille congolaise que nous avons suivi au centre d'Evreux d'ailleurs, qui a connu de graves déboires au moment de son arrivée en France et dont l'intervention des services sociaux à la suite de toute une série de malentendus a conduit au retrait de leur premier enfant qui a été placé à l'aide sociale à l'enfance, a eu un second enfant 3 ans plus tard. Et devant l'officier d'état civil ébahi qui demandait comment est-ce que vous allez appeler cet enfant, le père a déclaré qu'il souhaitait nommer son fils « droit de l'homme, liberté ». Alors vous imaginez qu'est-ce que ça peut faire quand on veut donner ce nom-là à l'état civil en France, qu'il soit devenu beaucoup plus souple aujourd'hui l'état civil. Mais en général, ils n'admettent pas ça parce qu'ils considèrent que ce sont des prénoms qui peuvent nuire au destin de l'enfant. Il considérait en effet, lui, le père, que les tracas qu'avait subis sa famille depuis son arrivée en France, et notamment durant la dernière grossesse de sa femme, l'avaient conduit à conclure que tel était le nom du nouvel enfant. Donc il avait bien reconnu quel était le nom de l'enfant à ceux qui étaient arrivés à la famille et à la mère, bien sûr. Puisque les services sociaux n'avaient pas respecté à ses yeux ses droits et sa liberté. Donc l'enfant devait s'appeler droit de l'homme, liberté. Du point de vue strictement culturel, le père, au fond, appliquait une règle de nomination de l'enfant conforme aux habitudes culturelles de son groupe d'appartenance. Car il est vrai... Ah, ouais, hein, c'est fatigant, alors là... Hein. Car il est vrai, comme on l'a vu plus haut, que les Bakongos nomment l'enfant à partir des événements survenus durant la grossesse. Mais il le faisait de manière singulière, parce qu'il le faisait hors de son groupe, de manière solitaire et de manière explicite. C'est sur le 3e point explicite que j'aimerais maintenant m'arrêter quelques instants. Les noms choisis de cette manière, qui sont à la fois conjuratoires, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, et protecteurs, sont en général tenus secrets. Quelquefois, la personne qui est ainsi désignée les ignore elle-même, et on ne le lui apprend que, justement, au moment d'une difficulté ou d'un problème. Car ces noms contiennent un message. Ce message n'est pas destiné
à l'environnement humain. Ce message est destiné aux êtres invisibles qui l'entourent. Vous avez vu tout à l'heure cet enfant qui s'appelait Mampassi. Cet enfant s'appelait Mampassi, non pas pour les gens qui l'entourent, non pas pour sa famille, mais pour les sorciers qui pourraient s'être glissés à l'intérieur de la famille. Donc le nom est adressé aux sorciers, c'est aux sorciers qu'il essaye de prévenir les sorciers qu'on les a repérés en fait. Mais droit de l'homme, puisqu'il voulait appeler son enfant droit de l'homme, ce nom est adressé aux travailleurs sociaux et aux officiers d'état civil qui, jusqu'à plus ample informé, ne sont pas des êtres surnaturels. Enfin, dans l'état actuel des choses, en fait. Donc, la façon dont en Afrique, au village, on prend en charge les enfants gravement atteints, présentant des troubles qu'en Europe on considérerait de nature psychotique ou autistique, va nous guider maintenant et nous permettre d'avancer un petit peu dans ce raisonnement. Ainsi, dans de très nombreux groupes d'Afrique, on pense que certains enfants qui ne parlent pas à 2 ans, à 3 ans, à 4 ans, parfois jusqu'à 15 ans, ou même quelquefois n'accèdent jamais à la parole, on pense que ces enfants ont ce comportement de manière intentionnelle. Parce que dans ces univers, il y a une certaine logique à ça. Dans ces univers, il n'existe pas de gens qui ne parlent pas. Ce n'est pas possible que des gens ne parlent pas. Si des gens ne parlent pas, c'est qu'ils parlent à d'autres gens. Et s'ils ne parlent pas notre langue, c'est qu'ils parlent une autre langue. C'est pas il ne se peut pas qu'ils ne parlent aucune langue. Je ne suis pas satisfait de ma formulation. J'ai dit que les Africains pensaient comme ça, mais je ne suis pas certain que les Africains pensent comme ça. Je constate seulement que lorsqu'ils se trouvent en présence de ce type d'enfants et qu'ils veulent intervenir sur le cours des choses, ils agissent comme s'ils pensaient comme ça. C'est leur tradition qu'ils pensent comme ça. Si vous prenez un Africain et que vous lui posez la question, il pense comme moi et comme vous. Il semble donc que pour eux, disons plutôt pour leur culture, ces enfants seraient non seulement mal intentionnés à l'égard de leur famille, de leur groupe culturel, sans doute de tous les humains, seraient non seulement de méchantes personnes, mais de plus seraient ligués, organisés en bandes malfaisantes en quelque sorte. D'ailleurs, au Sénégal, on appelle ces enfants Nitkoubon. Nitkoubon signifie mauvaise personne. Un exemple très connu qu'on a très souvent vu dans la littérature, qui a été célèbre au Bénin, les Yoruba justement appellent ce type d'enfant Abiku. Abiku. Abiku, de Abi, Abi qui veut dire naître, et Ku qui veut dire la mort ou mourir. On les nomme donc naître et mourir. Pourquoi? Parce qu'on pourrait interpréter ça comme ils naissent et ils meurent, ou encore ils naissent pour mourir, ou encore mort, renaît, mort et né à nouveau, car ils naissent, se font aimer par leurs parents et meurent avant l'âge d'1 an dans le but d'attrister leur mère. On a donc remarqué que ces enfants aiment naître prématurément et disparaître subitement, toujours de façon inexpliquée. On les appelle ailleurs, d'ailleurs, dans d'autres groupes, par exemple chez les Sérères du Sénégal aussi, l'enfant qui part et qui revient. On leur attribue également un regard critique et acéré sur leur environnement, et certains récits qu'on m'a rapportés au Bénin rapportent ce qu'ils pensent au sujet des êtres humains. Ils disent « Ah, est-ce donc ainsi le monde des humains? Je ne le croyais pas aussi pourri. J'ai imaginé la Terre bien autrement. Eh bien, je m'en retourne à l'endroit d'où je viens. » On leur attribue des phrases comme celle-là. L'important pour notre propos, c'est très compliqué évidemment toutes ces affaires-là, mais l'important pour notre propos est de remarquer que ce type de conception organise les interventions thérapeutiques auprès de ces enfants. Si les abikus sont un groupe, si de plus ils sont mal intentionnés, ou tout au moins pleins de dérision à l'égard des humains, le principe de l'intervention thérapeutique consistera à quoi faire? À séparer l'enfant suspecté d'être un abiku de ses congénères, de ses semblables. Et l'une des idées qui préside au traitement de ces enfants, c'est l'attribution d'un nom spécifique. Si l'on identifie leur nature dès la naissance et la modification de leur nom si on s'en aperçoit plus tard. On peut par exemple leur donner des noms dépréciatifs ou même franchement orduriers, afin de décourager les autres enfants abikus de s'approcher d'eux. Ainsi, on peut les nommer Ekoudi, ce qui en fond et en goût signifie une calebasse cassée sur un tas d'ordures.
on les appelle parfois poubelles. On peut aussi agir sur le caractère de l'habikou, en lui attribuant un nom plein de sens afin de renforcer sa volonté de résister aux appels des autres habikous. On peut le nommer malomo, ne pas partir, pour lui donner la force et le désir de résister aux appels des autres. On peut l'appeler aussi banjoko, rester assis et calme. On peut aussi inclure des conseils dans son nom. Par exemple, on peut l'appeler Iledi. Iledi, ça veut dire la terre est fermée, la terre est bouchée. C'est pas la peine d'essayer de te faire enterrer, tu pourras pas. On ne fera pas de trou pour toi. C'est ça que ça veut dire. Et donc, on inscrit ça dans son nom. C'est à partir de ces noms situés à la limite, au fond, qui tiennent à la fois de la nomination et de la thérapeutique, qu'on peut comprendre la théorie de l'identité qui accourt dans ces cultures africaines. Théorie qu'on pourrait schématiser ainsi. Alors, si vous voulez bien me suivre, parce que c'est au fond ça que je voulais vous dire. Bah oui, c'est parce que c'est comme ça qu'on se reconnaît en se regardant dans la glace, mais parfois c'est trompeur, comme vous voyez. Bon, alors, l'identité d'une personne, donc, est cachée. Il est inutile de la chercher dans des classifications objectives, dans l'idée que la personne se fait d'elle-même, dans le regard ou dans la parole des autres. Et s'il nous fallait la penser, on devrait la définir comme qu'est-ce que c'est que l'identité d'une personne? L'identité, c'est l'action que cette personne est destinée à avoir sur le monde. C'est ça l'identité d'une personne. Identifier quelqu'un est bien éloigné du repérage d'un individu singulier au sein d'une classification. Il s'agit toujours d'un acte de divination. Donc ça n'a rien à voir ni avec une carte d'identité, ni avec le nom qu'on porte, ni avec une façon de désigner. Cet acte, attention, identifier quelqu'un, cet acte n'est pas sans conséquence. Il pourra faciliter l'expression du destin ou au contraire l'entraver. C'est pourquoi les éléments permettant l'identification de l'individu sont cachés au commun et parfois même à la famille la plus proche. C'est ainsi que les noms qui désignent le mieux la personne, ceux qui la désignent en propre, qui lui dessinent son destin, sont la plupart du temps tenus secrets, parce que c'est grâce à ces noms-là qu'on peut changer le cours des choses. On comprend également pour quelles raisons le changement de nom constitue, dans ces cultures comme dans beaucoup d'autres, l'un des ressorts thérapeutiques les plus puissants. Maintenant, je voudrais vous dire quelques mots sur les groupes sociaux, parce que les groupes sociaux aussi ont des noms, et ces noms, les noms de ces groupes sociaux, ouais, juste une définition. On est arrivé donc à une première définition qui est que dire d'un tel qu'il se nomme de cette manière, ce n'est certainement pas se prononcer, comme je vous le disais tout à l'heure, sur sa substance, mais c'est toujours énoncer une prédiction sur l'état du monde du fait de son existence. Maintenant, je voudrais vous parler des groupes sociaux. Je vais vous parler d'un des groupes sociaux qui peut-être contient le plus de questions. J'avais d'autres idées dans la tête, mais comme j'aimerais bien qu'on discute après, je voudrais directement passer à ce groupe social-là. On a beaucoup glosé sur une population fort connue en France, puisque bien des Maliens immigrés ici en proviennent, ce sont les Bambara. On a prétendu là aussi que puisqu'on pouvait déconstruire l'origine du groupe et même la dater, alors l'appartenance à ce groupe pouvait être considérée comme factice, probablement facilitée, si ce n'est induite par la volonté colonisatrice de la France. C'est ainsi qu'on disait, Bambara, c'est pas une ethnie, ça n'existe pas vraiment. Bambara n'est pas vraiment une appartenance. Bambara, c'est ce que les Français voulaient faire pour séparer les peuples africains les uns des autres, pour mieux, selon une logique de séparer pour régner, en fait. Il semble que, alors j'aimerais qu'on regarde ensemble ce nom. Il semble que ce nom soit une déformation française du mot mandingue, qui est une des langues d'Afrique de l'Ouest, du mot mandingue, Bamana. Alors là, vous savez le prononcer comme moi? Bamana. C'est une nasale à la fin. Bamana. Bamana.
Lorsqu'on demande à un Bambara la langue qu'il parle, il répond en français. S'il répond en français, il répond « je parle le Bambara ». Mais s'il répond dans sa langue, il dit qu'il parle le Bamana. Pour lui, Bamana et Bambara, c'est le même mot, hein. Mais la réalité n'est pas si simple. On sait que la langue Bambara est une dérive peu distante du malinké de Guinée et du mandingue du Sénégal. Malinké, d'ailleurs, est probablement le même mot que mandingue. Ça, on ne le remarque pas en français, mais parce qu'en mandingue, on dit mandingue mandenka, et qui a probablement donné malinké, étant probablement le même mot, comme je disais. Et il est très semblable, cette langue est très semblable au dioula qu'on parle en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso. En général, les locuteurs disent que la langue originaire, c'est mandingue. Mais en langue mandingue, ça va, vous me suivez? En langue mandingue, le mot bamana veut dire quelque chose, il veut dire insoumis. On raconte que lors de la constitution de l'empire mandingue, justement, au XIIIe siècle, sous la férule du grand Soundiata Keïta, qu'on a l'habitude d'appeler le Napoléon malien, un groupe a refusé de se soumettre à l'islam et a scissionné du grand groupe sous la désignation Bamana. Autrement dit, les insoumis, ceux qui ne veulent pas se soumettre. Mais à qui? À Soundiata Keïta, l'empereur, sans doute. Sans doute est-ce à lui. Mais on peut pas ignorer qu'en arabe, le mot islam, l'islam en fait, signifie soumets-toi. Soumets-toi à Dieu, bien entendu. Le Coran explique même que lorsque Abraham, en fait Ibrahim dans le Coran, est venu confier à son fils Ismaël que Dieu lui avait demandé de le sacrifier, le fils aurait répliqué à son père par ce seul mot, Islam, soumets-toi. Étant donné que de nos jours, la plupart des Bambara, je dirais quasiment tous les Bambara, sont musulmans, alors évidemment ça complique les choses, désigner leur nom, leur propre groupe par le mot insoumis, autrement dit non-islam, a un côté paradoxal. Ça mérite au moins des éclaircissements. Alors, on peut l'expliquer de la manière suivante. Les Bambara rappellent un fait historique. Nous les Bambara, nous sommes les Bamana, les descendants de ceux qui, insoumis à Soundiata Keïta, sont allés se réfugier dans la région de Ségou et de Bamako, tout comme les Dogons sont aussi des insoumis, partis se cacher dans la région de Mopti et de Bandiagara. C'est ça que nous sommes, nous les Bambara. Un autre sens du mot Bamana est, très commun dans la langue, nous introduit à une seconde réalité. Lorsqu'une personne est malade, chez les Bambara, et qu'on a épuisé les recettes familiales des plantes, d'incantations, de fumigations diverses, on fait appel au guérisseur musulman, celui qui connaît le livre et qui sait fabriquer des écritures. Celui-là, on l'appelle Mori, qui veut dire le maître, ou Karamoko, qui veut dire la même chose en fait, le maître de l'écriture. Mais lorsque le musulman s'est révélé inefficace, alors on va consulter le Bamana, c'est-à-dire celui qui est insoumis, non musulman, celui qui manipule les fétiches. Donc Bamana, c'est aussi celui qui accepte de manipuler les fétiches, c'est-à-dire celui qui est insoumis à l'islam. Pour résumer, ça c'est des Bambara, hein. C'est une vraie photo de Bambara qui a été prise en 1891. C'est pas moi qui l'ai prise, hein. Alors, pour résumer, en Bambara, Bamana est donc un mot qui signifie insoumis, le nom d'un groupe de rebelles historiques, le nom d'une ethnie qui se reconnaît issue de ce groupe originaire, la désignation d'une attitude anti-islamique, mais aussi le nom qu'on donne aux guérisseurs qui continuent à soigner à partir des fétiches ancestraux des Bambara. Comment se fait-il que le même mot serve à désigner l'ethnie tout entière et le professionnel qui a gardé des liens fonctionnels avec ces objets ancestraux, avec les bolis personnels, mais aussi avec les bolis familiaux ou le boli du village? Le boli, ça veut dire le fétiche en fait, hein. Ne serait-ce pas parce que Bamana signifie le groupe de ceux qui font encore partie des réseaux structurés autour des fétiches
est formulée à partir du point de vue de la personne, la proposition devient un Bambara, un membre du groupe Bambara, est la personne qui, lorsqu'elle est gravement malade, ne peut être efficacement soignée que par les bolis de l'insomnie, donc du Bamana, autrement dit du féticheur. Peut-être le raisonnement vous semble un peu exagéré, mais il permet d'expliquer la curieuse concordance entre le nom de l'ethnie et le nom du guérisseur qui continue à manipuler les fétiches. Ainsi, si les Bambara se reconnaissent volontiers dans plusieurs sortes de groupes, rappelant la classification évoquée au début. Par exemple, ils peuvent dire, si vous demandez à un Bambara, qu'est-ce que tu es? Il va dire, je suis musulman. Ils le sont tous. Je suis marxiste. Beaucoup l'ont été du temps de Modibo Keïta, par exemple. Je suis mandingue, puisque l'origine du groupe se trouve dans le groupe mandingue. J'appartiens au grand groupe des mandingues. Je suis malien, puisqu'ils sont en général de nationalité malienne. Je suis ingénieur des ponts et chaussées, par exemple. Je suis footballeur, il y en a beaucoup, vous savez, les plus grands. Et ainsi de suite. Mais lorsqu'ils énoncent « j'ai été guéri par le Bamana », cette formulation implique toujours qu'ils non seulement ils sont Bambara, mais qu'ils ont des choses à faire pour le fétiche, et ces choses qu'ils vont faire pour le fétiche vont contribuer à les rendre plus eux-mêmes que ce qu'ils étaient au début. Ce n'est pas le même type d'énoncé. Appartenir au groupe des Bambara n'est donc pas une simple inscription passive dans une catégorie. Ça va, vous me suivez? Un peu, bon. Ces inscriptions décidées la plupart du temps par un chercheur dit objectif peuvent être équivalentes à l'inscription de cette même personne dans une infinité de catégories possibles, mais lorsque nous définissons l'identité Bambara à partir des fétiches, et Bambara celui que le fétiche guérit, ou celui que le fétiche construit, il s'agit alors d'une action en devenir sur le monde, faite de nom et d'appartenance. Ainsi, la nomination d'une personne implique son appartenance, et l'appartenance d'une personne, le projet politique d'un groupe. C'est pour ça que Bambara, c'est pas n'importe quoi, c'est aussi un groupe qui a un projet politique, et c'est pour ça qu'on est Bambara. Mais il reste que l'action d'un groupe sur le monde, toujours en devenir, n'est certainement pas lisible de manière immédiate. Il n'est guère que les historiens qui parviennent à la décoder, quelquefois des siècles après la disparition de ce groupe. C'est pourquoi on est amené à considérer que l'identité n'est pas la propriété de la personne, et quoi qu'il en soit, elle est hors de portée de sa connaissance consciente, tout comme l'identité d'un groupe, c'est-à-dire son action en devenir sur le monde, est hors de portée de ses leaders politiques. C'est à cet endroit que l'expérience clinique que j'ai eu la chance de traverser vient éclairer quelque peu la connaissance sociopolitique. C'est la troisième dimension que je voulais traiter avec vous. Il est une manifestation individuelle de l'identité. Il est une manifestation individuelle de l'identité, telle que je la décris, qui révèle à la personne et à son entourage l'identité. C'est la maladie, et plus particulièrement certaines maladies qu'on classe dans nos régions dans le registre de la psychiatrie et sur lesquelles je voudrais m'arrêter un instant. Dans de très nombreuses cultures, dans les cultures raisonnables au fond, on considère qu'il existe des êtres humains, bien sûr, et il existe aussi des êtres, on va les appeler des êtres, des non-humains, qui sont susceptibles d'investir le corps des humains, d'occuper leur fonctionnement mental, de leur imposer des comportements. L'existence de ces êtres est bien connue, et ils sont réputés être à l'origine des maladies. Dans les traditions arabo-musulmanes, on les désigne du terme générique djinn, djinn en fait, pluriel jnoun. Les gamins disent un jnoun, c'est pas correct, hein. On dit un jinn, des jnoun. Bah oui, mais bon, enfin ils sont pas bons en grammaire. On reconnaît leur présence à leur action sur le monde, hein. On ne les voit pas, on reconnaît leur présence au fait qu'ils agissent sur le monde. Au Maroc, par exemple, on dit qu'à l'heure de midi, il leur arrive de jeter des pierres sur le toit des maisons. Ils sont attirés par le sang, et il leur arrive de suivre la femme qui sort de la boucherie, par exemple, et ils peuvent se cacher dans les gouttes de sang qui dégoulinent du journal où est enveloppée la viande. Ils traversent les parois, même les plus épaisses.
Ordinairement, ils vivent dans les espaces non habités par les êtres humains. Les fondations des maisons abandonnées, les détritus, les tas d'ordures, les canalisations d'eau, les champs en friche, le faîte des arbres, la brousse. Par exemple, ça implique aussi certaines façons de se comporter. On évite en règle générale de laisser couler du sang, d'enjamber une flaque de sang ou de la piétiner. On se méfie au moment de verser un liquide bouillant dans l'évier, par exemple, de peur de brûler les genoux qui pourraient se trouver dans les canalisations d'eau, puisqu'ils habitent dans les canalisations. C'est ainsi qu'on prononce, par exemple, la phrase « Destour yashab el-ard », ce qui veut dire « oh, pardon, ô propriétaire du sol », ce qui veut dire « attention, je vais vider l'huile de friture, s'il vous plaît, mettez-vous un peu de côté, parce que sinon, vous allez vous brûler ». Voilà donc le contexte dans lequel il arrive que des non-humains, donc ils sont bien présents et on fait attention à eux et ça fait partie de la vie quotidienne en fait. Il arrive que des non-humains croisent le chemin des humains. Alors je vais vous prendre un exemple, un cas clinique. On va l'appeler Khadra. Khadra est âgée de 23 ans. Elle a une jolie petite frimousse, elle a un sourire comme ça, un beau sourire. Elle est vêtue d'un séduisant tailleur de flanelle. Elle a suivi avec succès un enseignement supérieur à l'université de Rabat au Maroc. Et elle a décroché une maîtrise d'histoire. Et après ça, elle s'est inscrite à Paris en master de sciences politiques. Elle a l'air effrayée lorsque je la vois. Elle sort d'une nouvelle crise et d'une hospitalisation d'1 mois. Elle raconte qu'elle est tombée. Elle était à l'université, à discuter avec des amis lorsque des picotements ont commencé au bout des doigts et une chaleur qui se répandait dans tout son corps, une chaleur désagréable qui commençait par la tête alors qu'elle avait l'impression que ses pieds devenaient glacés. Non, elle ne se souvenait pas du sujet abordé durant la discussion, sinon que c'était un sujet banal, ce qu'on discute entre copines, dit-elle. Elle n'est pas mariée. Et voilà déjà quelque temps que dans la famille, on s'étonne qu'elle soit toujours célibataire, d'autant que sa sœur cadette est déjà mère d'une charmante fillette de 2 ans. Khadra refuse tant les jeunes gens qu'elle rencontre à l'université que les prétendants que lui présentent ses parents. Elle souhaite d'abord terminer ses études. C'est pas la première fois qu'elle tombe comme ça. À 14 ans, elle a souffert de crises qui se répétaient presque tous les mois, des sortes de convulsions. Les médecins alors consultés, avait attribué ces crises à la puberté. À 18 ans, elle est tombée à nouveau. C'était au cours d'une soirée, une fête pour l'anniversaire d'une amie. Elle dansait, tournait, chantait à tue-tête. Elle tournoyait avec un tel entrain. Et puis, elle est tombée et elle a perdu connaissance durant 1 heure. Cette fois, ses parents ont attribué la crise à la fatigue. Elle venait d'obtenir son bachot pour lequel elle s'était surmenée plus que de raison. Mais il y a 6 mois, à Paris, dans la cour de l'université, elle ne comprend pas pourquoi, les crises ont recommencé et se sont répétées. Et même la dernière fois, alors qu'elle se trouvait seule dans sa chambre d'étudiant, au dernier étage, elle est rentrée au Maroc, et cette fois, sa mère l'a conduite chez Lella Aïcha, la guérisseuse. La vieille, une femme du Sud, à la peau noire, a interrogé les coquillages. Puis, après avoir interrogé les coquillages, c'est plein de coquillages, c'est beaucoup, comme ça, c'est un grand panier de coquillages, elle tourne, elle trie dedans, elle sort des coquillages. Puis elle a levé sur Khadra un œil soupçonneux, elle lui a dit « N'aurais-tu pas rêvé d'un homme ?» « Mais oui, dit Khadra, un homme noir. » Il s'approchait d'elle, il la reniflait, dit-elle, on aurait dit un animal, un peu comme un chien. Eh bien, pour la guérisseuse, il n'y avait aucun doute, il fallait de toute urgence mettre en œuvre la thérapeutique. C'est alors qu'elle a organisé une lila pour Khadra, ce qu'on pourrait traduire par une nuit, c'est une nuit thérapeutique. L'après-midi, ils étaient tous dans la cour, les hommes grands, noirs, avec leurs instruments de musique, leurs violons à 3 cordes, leurs tambourins, leurs crotales. Ils ont sacrifié un mouton de belle taille dans la cour de la maison, et déjà à ce moment, Khadra s'est sentie mal. Surtout au moment où le sacrificateur lui a déposé sur le front un peu de sang de l'animal sacrifié. Le soir venu, toute la troupe des Gnawa est arrivée, les musiciens noirs, les maîtres des mlouks, les psalmistes, les danseuses, les voyantes, dans cette maison cossue des beaux quartiers de Casa, et les tambours ont commencé leur litanie, répétant inlassablement ce même rythme ternaire. C'est comme ça, et ça commence comme ça, puis ça dure toute la nuit. Et vers minuit,
les membres de la congrégation, les assistantes de la guérisseuse ont commencé à tomber en transe. On dit tahbel hadra, tomber en transe, tomber dans la présence, si on traduit mot à mot, tomber dans la présence. Et lorsque les musiciens ont entamé leur 5e série de rythmes, lorsqu'ils ont entonné le chant d'un certain djinn à la peau noire qu'on appelle Sidi Mimoun, eh bien Khadra est tombée à son tour. Mais cette fois, ce n'était pas seulement une crise, elle est tombée de manière ordonnée, conforme, mimant dans sa souffrance les gestes que tout le monde connaissait au djinn, à Sidi Mimoun justement. Elle a parlé durant sa crise rituelle, d'une voix qu'elle ne se connaissait pas. Et elle a chanté aussi, des musiques qu'elle ignorait, et des paroles aussi qu'elle ignorait. Immédiatement, la vieille et ses assistantes l'ont entourée, l'ont caressée, l'ont soutenue. Nul besoin de paroles, personne n'a rien dit. Le rituel avait parlé à la place de tout le monde, il avait posé son diagnostic. Khadra avait été prise par un djinn, plus exactement quand il s'agit des Gnawa, un melk, autrement dit, littéralement, si on traduit le mot melk, un propriétaire. Alors les choses sont rentrées dans l'ordre, elle est revenue à Paris, et puis les crises ont recommencé parce qu'il fallait entretenir ce maître, nourrir ce propriétaire. Alors, maintenant, si on prend un peu de recul, ça c'est des Gnawa, mais c'est une photo très très ancienne. Si on prend un peu de recul, si on avait interrogé, si un journaliste, par exemple un chercheur, avait interrogé Khadra, étudiante vivant à Paris, ayant les mêmes préoccupations que ses condisciples, elle aurait répondu, vous savez, elle aurait répondu qu'elle était une jeune femme moderne et que sa nationalité marocaine était secondaire dans la définition de son identité. Elle aurait répondu aussi que bien que n'étant pas hostile à la religion, elle-même n'était pas vraiment croyante et certainement pas pratiquante. Et qu'en tout état de cause, elle ne croyait ni au mauvais œil, la haine, ni aux esprits, les genoux, ni au diable, qu'elle considérait comme autant de croyances populaires, propres aux populations rurales, qu'elle traite un peu de manière un peu condescendante. Eh bien aujourd'hui, à l'issue des événements qui lui sont arrivés, elle dit volontiers des phrases comme celle-ci. « Jusqu'à présent, je ne croyais pas à l'existence des esprits, et bien maintenant, j'y crois. » Ou bien « Les genoux, ça existe, d'ailleurs, ils sont mentionnés dans le Coran. » Ou encore « Même le prophète les a rencontrés, puisqu'il en a converti une tribu entière. » C'est ainsi que nous sommes amenés à penser que l'identité de Khadra, marocaine, certainement, mais plus précisément membre d'un groupe ethnique, d'une tribu, et désormais d'une congrégation de possédés, n'a été connue que par les manifestations de phénomènes qu'on doit bien considérer comme de nature pathologique. C'est-à-dire que c'est la maladie qui a fait apparaître l'identité. C'est donc ici la maladie et son traitement spécifique qui révèle l'identité de la personne. Mais l'identité qui intéresse l'entourage de Khadra est bien davantage celle du djinn à la peau noire que celle de la jeune fille. Ce qui nous intéresse, c'est pas tellement Khadra, c'est Sidi Mimoun. Et c'est à lui qu'on s'adresse et qu'on fait parler. Et c'est ainsi que nous touchons à l'un des paradoxes les plus surprenants de cette identité dont je voudrais vous parler, c'est que la partie la plus intime de Khadra, ce qui l'agite jusqu'à l'obsession, c'est pas elle, c'est pas son affaire, c'est l'identité d'un autre complètement autre, d'un esprit, et cet esprit, on ne peut le reconnaître, on ne peut le faire parler qu'au sein d'un groupe. Je vais arriver maintenant aux conclusions. Nous vivons dans un monde qui, en 2 décennies, s'est à la fois totalement ouvert et extraordinairement rétréci. La perte de la souveraineté des États-nations, leur impossibilité d'agir seuls sur la scène internationale, mais aussi la progressive perte de prestige de la notion d'État, qui peut encore aujourd'hui se prétendre nationaliste, a entraîné l'apparition, la réapparition peut-être, la mise au grand jour, je ne sais pas quel terme convient ici, de solidarité qui ont surpris journalistes et politiques et initié nombre d'interrogations. Les raisons, sont aisées à comprendre. Les moyens de communication et d'information se sont développés de manière extraordinaire. Il devient très facile de voyager, de communiquer presque en temps réel, si bien que l'émigration n'est plus tout à fait la même que ce qu'elle était naguère. Il n'est plus guère possible d'assimiler, d'intégrer des étrangers, de nouveaux arrivants, qu'on ne peut plus désormais penser coupés de leur groupe d'origine.
C'est-à-dire que c'était facile autrefois de prendre des gens qui arrivaient, de dire ils appartiennent plus à personne, c'est comme des orphelins au fond. On les prend et puis on les met à l'intérieur de nous, ils deviennent comme nous. Là, c'est plus possible puisque ils restent en contact par l'intermédiaire du téléphone qui est devenu aujourd'hui quasiment gratuit, par Internet. Ils échangent avec leurs parents des cassettes vidéo. Ils regardent grâce aux paraboles les télévisions de leur pays d'origine. Et j'en ai rencontré certains qui, au bout de plus de 20 ans en France, avaient réussi à ne pas apprendre le français. Il faut le faire quand même, hein. Il va de soi que de telles possibilités de préserver les liens familiaux, les liens culturels, renforcent de manière spectaculaire la conscience d'appartenir à un même peuple, malgré l'éloignement physique. Il est évident qu'un tel rapprochement permet de généraliser à l'ensemble du monde ce qui était la spécialité de quelques peuples spécialistes de diaspora, en fait, tels que les Chinois, les Juifs, les Yoruba du Nigeria, les Arméniens, par exemple. Rappelons, pour certains qui le connaissent, l'extraordinaire récit du clan Man, étudié par James Woody Watson, dont les membres déclarent descendre d'un même ancêtre installé près de Canton il y a 6 siècles. Ils sont aujourd'hui des milliers, des Man comme ça, qui ont essaimé à travers le monde, en Angleterre, au Canada, aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne. Beaucoup ne parlent plus le chinois. La plupart ont épousé des conjoints du pays d'accueil. Ils mettent néanmoins en œuvre un projet, au sens où je l'entendais plus haut, un groupe familial de type clanique. Au sein du groupe, certains mariages sont organisés selon la tradition. Ils entretiennent des relations économiques permanentes au-delà des frontières nationales. Certains sont rentrés dans les villages originaires pour restaurer des cimetières, bâtir de nouveaux temples, des ancêtres, afin d'organiser des rituels traditionnels. Dans un même ordre d'idées, peut-être avez-vous vu, il y a des photos là-dessus, il y a des films aussi là-dessus, des réunions autour des rois, des rois Yoruba ou des rois Igbo du Nigeria, qui rassemblent des émigrants parfois multimillionnaires qui viennent de Californie, d'Australie et qui viennent au Nigeria pour se réunir autour du roi. Les sociologues et les spécialistes actuels des sciences politiques qui constatent ces phénomènes parlent désormais d'une nouvelle donne en politique. La politique de l'identité qui, faisant état de l'existence de transnations, on pourrait appeler ça des transnations, il parle aussi d'un nationalisme à longue distance. En fait, c'est en anglais, long distance nationalism. Il revendique auprès des institutions internationales en faveur d'identités qui seraient indépendantes des États. Pour ce qui me concerne et pour ce que je vous ai décrit aujourd'hui, m'inspirant d'un tel vocabulaire, j'ai décrit ce que j'appellerais des attachements à longue distance, se manifestant de manière dynamique dans des processus psychiques complexes, observables seulement dans l'univers très spécialisé de la pathologie et de la thérapie. Cette expertise spécifique m'a permis de préciser les mécanismes autour desquels s'organisent ces identités résistantes à l'éloignement dans l'espace et dans le temps. Et au terme de ce bref exposé, qui a été un peu schématique, je vous prie de m'en excuser, j'imagine qu'il va de soi que pour vous également, de tels attachements s'appuient sur une machinerie complexe qui lie les invisibles non humains à des fonctions indispensables aux humains, telles que, nous avons vu, l'attribution d'un nom, l'appartenance à un groupe, ou bien la prise en charge de sa santé mentale. Si bien qu'à l'issue de cette discussion sur l'identité, je dirais que plutôt que de tenter de répondre à la question « qui je suis ?», on a tout intérêt, comme je l'ai fait devant vous, à se demander à qui j'appartiens, qui est mon propriétaire. Merci beaucoup de votre attention, vous avez été très patient. Merci beaucoup.